Bonjour tout le monde, on va recommencer bientôt. Après la belle conférence d'ouverture sur la redéfinition du travail, on va maintenant enchaîner avec un panel sur le droit du travail et l'économie de plateforme. Et il me fait donc plaisir de vous présenter Monsieur Jamil, qui est doctorant en sociologie et aussi co-coordonnateur de GIROPS, le groupe de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale. Bonjour à tous et toutes. Dans un premier temps, je voudrais remercier le comité organisateur de m'avoir donné l'opportunité de participer à une telle discussion multidisciplinaire sur l'économie du plateforme. Plus concrètement, je vais présenter des réflexions sur le cas de Uber à Montréal. Je vais me baser sur les résultats d'une recherche en cours dans le cadre de mon doctorat, où j'ai discuté avec des conducteurs et conductrices d'Uber à Montréal, en Montérégie, et occasionnellement à Ottawa et à Toronto. Pour réaliser ces entretiens, j'ai fait plus de 75 trajets en voiture, comme passager. Et c'est durant ces moments de conduite qu'on avait discuté. En plus, je me baserai aussi sur l'observation et l'analyse de plus de centaines de discussions sur les médias sociaux au cours des 8 derniers mois. Ainsi, pour voir plus clair et mieux comprendre la spécificité du modèle Uber et surtout son application électronique multifonctionnelle qui en quelque sorte est devenu un centre de contrôle automatisé du processus du travail. En effet, ce sont les algorithmes y encastrés dans cette application qui jouent le rôle principal dans l'organisation de la ligne du montage. Aujourd'hui, je vais présenter un certain nombre de constats concernant très brièvement le paysage de l'économie des plateformes et des résultats préliminaires qui sont issus de mes observations sur le terrain. Ensuite, je ferai une série de constats conclusifs qui, je l'espère, permettront de contextualiser et de sociologiser les réflexions sur l'économie du plateforme. Tout d'abord, je commence par distinguer entre 3 différentes modalités des plateformes électroniques et je m'inspire des travaux du professeur Martin Kinney à l'Université de Berkeley. Premièrement, on a les plateformes du développement du contenu. Et ici, on trouve tous les médias sociaux. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, d'autres. Deuxièmement, on a les hypermarchés électroniques de la vente en détail. Et ces hypermarchés il y a des grands joueurs comme Amazon, eBay et d'autres qui seront comme Pinterest, qui sont plus spécifiques pour des catégories bien précises. Après, on a le 3e volet, qui sont des plateformes de crowdsourcing ou l'externalisation ouverte. Ici, on a 2 types d'applications ou de plateformes. On a les applications dont le processus du travail exige une certaine interaction humain-humain et qui altère les relations. Une certaine interaction humain-humain, c'est comme, par exemple, en prenant Uber, on a besoin d'être dans une voiture avec un conducteur. Et qui altère les relations du travail au niveau local. Alors, les autres plateformes dont le processus du travail n'exige aucune interaction humaine et facilite l'externalisation des micro-tâches sur le marché international, pas seulement sur le marché local. Maintenant, je passe. Okay. C'est l'application. La technologie. Parlons de la technologie. On a une faute technologique dans la présentation. Mais ici, c'est une présentation du processus du travail de Uber. Mais maintenant, que sait-on sur les vendeurs de leur force du travail, les vendeurs et les vendeuses de leur force du travail, c'est-à-dire les conducteurs et conductrices sur la plateforme Uber. On sait que c'est une population largement dominée
par des travailleurs hommes, largement issus de la migration, dont une partie importante est venue récemment, c'est-à-dire au cours des 5 dernières années. La majorité des conducteurs que j'ai pu fréquenter ont entre 25 et 40 ans. J'ai aussi pu constater souvent que pour eux, le fait de conduire pour Uber représente une stratégie pour entrer dans le marché du travail le plus rapidement possible. La majorité de ces conducteurs peuvent être catégorisés comme des accumulateurs du boulot. Ce sont des travailleurs pauvres touchant un salaire minime, même au-dessous du salaire minimum si on prend en considération le coût de l'utilisation et de la maintenance de la voiture. Et qui cherchent un moyen pour augmenter leur salaire ou bien pour arrondir les fins de mois. Ceci est autant la norme parmi les conducteurs à temps partiel que pour ceux qui travaillent à temps plein, car ces derniers sont toujours en train de rechercher un travail plus stable. Au cours de mes discussions avec ces travailleurs et travailleuses, c'était d'ailleurs marquant que les mots temporaires d'appoint, ce sont les adjectifs les plus utilisés pour décrire leur perspective par rapport à ce travail. La notion du temps partiel est omniprésente au cours des discussions. En discutant davantage, on réalise que parmi ceux qui s'auto-identifient comme des conducteurs à temps partiel, il y a des cas où ils travaillent de 6 à 8 heures parfois par jour, même plus dans les fins de semaine, en plus de leur travail primaire. Une conductrice à Ontario m'a, par exemple, informé que Uber, c'est son 3e boulot. On sait que l'application a récemment introduit des mesures pour éviter que les conducteurs restent plus de 12 heures en ligne. Ce qui est une autre façon de mettre en évidence les longues heures du travail de ces conducteurs et conductrices. Mais il faut bien voir qu'un accumulateur de boulot sur la plateforme Uber, qui conduit par exemple 4 heures pour Uber chaque jour, après avoir terminé ses tranches d'heures du travail principal, pourra facilement passer plus de 12 heures de travail en total par jour. On peut aussi dire que presque toutes les conductrices et tous les conducteurs rencontrés soulignent la flexibilité des horaires comme étant la raison la plus importante pour continuer à conduire malgré la chute des revenus après la régulation au Québec. Cette revendication vantant de la liberté de choisir ses propres heures de travail s'évanouit toutefois rapidement une fois qu'on les interroge sur ce qui détermine le choix des horaires. Pourquoi vous choisissez ces heures précises? Ainsi, la majorité affirme d'emblée choisir les périodes de forte demande. Le matin, end of business day, les fins de semaine, et pendant les périodes de majoration occasionnelle, notamment lorsqu'il y a des conditions climatiques très fortes. Cela amène un questionnement important. La liberté de choisir librement ses heures du travail sur les plateformes est-elle réelle? Cela dit, on peut aussi observer que cette recherche de flexibilité répond à des besoins sociaux plus larges et très importants pour les conducteurs, comme on voit maintenant sur ce diapo. Pour répondre à des besoins sociaux plus larges et très importants pour les conducteurs et conductrices, comme on le voit, et peut-être une stratégie d'adaptation aux dynamiques du marché et aux conditions de précarisation et de diminution du filet de protection sociale. Et parfois, il s'agit carrément d'une stratégie de survie pour ces conducteurs et conductrices. Prenons l'exemple d'un designer d'intérieur et d'un mécanicien qui sont obligés de conduire pour garantir un revenu lorsqu'ils n'ont pas de contrat, ce qui est très fréquent. Je parle d'un couple nouvellement immigrant depuis 2 ans à qui Uber a été leur stratégie d'entrée dans le marché. Encore, je parle d'un conducteur, comme on a vu dans le diapo avant, qui a été obligé à dormir dans sa voiture
pour plus de 3 mois pour conduire pour Uber et devait aller dans les cafés du coin afin de s'occuper de son hygiène personnelle chaque jour. Un autre pilier de la quête de la liberté en travaillant sur les plateformes, c'est être bossless, de ne pas avoir un boss. Mais en parlant en discutant avec les conducteurs et les conductrices, on découvre que cette recherche de liberté ou même d'autonomie reflète bien souvent un besoin de fuir les pratiques de rationalisation et de disciplinarisation dans les milieux du travail offline. Mais aussi, on voit qu'il y a derrière cela un fuir de l'anxiété provoquée par la fragilité et l'insécurité du travail sous appel. Et aussi d'éviter d'avoir subi le racisme et la discrimination au travail. En d'autres termes, un nombre important des conducteurs préfèrent Uber pour s'échapper à la misère vécue en tant que travailleurs pauvres sous appel, sans garantie de la continuité d'emploi ou même de revenus. Mais en faisant parler des variables qu'ils peuvent mieux contrôler avec Uber, comme ils sont leurs propres boss, on réalise toutefois que leur marge de pouvoir est très, très restreinte. Pour ne nommer que quelques exemples, j'ai appris par exemple que les tarifs, la majoration et les payes sont exclusivement contrôlés par l'application. Le choix du trajet qui sort du tracé proposé par l'application peut être pénalisé. Et même l'interaction avec les passagers, on va voir dans la présentation après, même l'interaction avec les passagers et passagères et l'évaluation des services sont aussi partiellement disciplinées par l'application. Sur la plateforme, pour les travailleurs et les travailleuses, il faut être beau, fin, gentil, parce qu'on sait si le client nous note mal, ça peut être la catastrophe. Même le choix du modèle de la voiture utilisée pour conduire est influencé par les directives et les perspectives de l'application. Dans ces conditions, la préférence des travailleurs et travailleuses pour un processus du travail avec un minimum d'intervention humaine dans le cadre duquel la machine ou l'application, dans ce cas-là, s'approprie les rôles de gestion et de direction, met en évidence, et c'est un de mes constats à ce stade, une intériorisation de la part des travailleurs et travailleuses d'un simple processus de déshumanisation du processus du travail. Pour certains, tout simplement, la machine est plus objective que l'humain. Concernant les conducteurs, je dis ça et je termine avec les conducteurs, je voudrais souligner aussi un paradoxe assez important. Des milliers de conducteurs et conductrices sont perçus comme des partenaires. Ça va arriver après. Concernant les conducteurs, oui. Des milliers de conducteurs et conductrices sont perçus comme des partenaires par l'application et aussi par le nouveau règlement québécois qui régit Uber et les qualifie de chauffeurs partenaires. Une catégorie qui, si je ne me trompe pas, n'apparaît nulle part ailleurs dans les lois. C'est quoi légalement? Qu'est-ce que ça veut dire un chauffeur partenaire? Comment on peut la catégoriser? Ainsi, un grand nombre de conducteurs s'identifient comme des entrepreneurs compétiteurs, malgré l'impossibilité d'entrer dans une libre compétition dans le marché exprimé, malgré l'impossibilité d'entrer dans une compétition. Mais ils s'identifient comme des compétiteurs. Cette intériorisation, je pense, de la notion d'entrepreneuriat par les conducteurs et conductrices nous place, que cela nous convienne ou pas, devant une nouvelle catégorie de travailleurs et travailleuses dites autonomes ou partenaires, qui n'ont que peu de contrôle sur le marché avec lequel ils interagissent et ne possèdent aucune information sur la demande, ne peuvent même pas exprimer leurs préférences en ce qui a trait aux opportunités offertes par l'application
En plus, étant donné qu'ils ne sont pas certifiés que pour travailler exclusivement pour cette plateforme. Je parle des conducteurs et conductrices Uber qui ont la classification 4C. Ces conducteurs et conductrices ne peuvent pas prendre quelqu'un on the fly en mettant une vignette Uber dans un marché en dehors de l'application. Une dernière observation assez importante que je voudrais relever concernant les conducteurs, c'est le fait qu'ils sont obligés, et ici je passe à ce graphe-là, ils sont obligés à octroyer à l'application le droit d'exploiter la force productive de leur propre actif personnel, comme la voiture, mais bien sûr le téléphone et le data plan. Et tout ça gratuitement. Comme la condition pour travailler pour la plateforme. Et c'est la condition de travailler. Ici, un grand nombre des conducteurs et conductrices que j'ai vus et j'ai parlé, ils ont fait un grand investissement pour être sur Uber. À Ontario, j'ai rencontré un conducteur qui a acheté une voiture pour 40 000 $ pour faire le Uber de luxe, Uber Select et Uber XL. Et il l'utilise pour faire le Uber normal et parfois pour faire la livraison de la bouffe pour 3,5 $ par livraison. À Montréal, j'ai rencontré un conducteur qui a acheté une voiture qui était éligible pour la plateforme Select. Mais même avant qu'il a terminé le paperasse pour enregistrer la voiture, l'application a changé l'éligibilité des modèles de voitures. Et il est maintenant avec une voiture qui coûte 15 000 $, qu'il utilise pour faire la livraison et UberX. Bref, je vais accélérer un peu, je m'excuse. Au niveau des passagers et passagères, on ne connaît pas beaucoup les caractéristiques de cette population, mais on sait que cette population change et est plus diversifiée. Mais j'ai deux observations très rapidement, je veux le dire. Premièrement, cette population diffère des consommateurs et clients qui achètent leurs services et biens de l'économie, en dehors de l'économie du plateforme. Par le fait qu'on est obligé à être connecté. En tant que consommateur sur la plateforme, la carte de fidélité n'est pas optionnelle. La carte de fidélité, c'est obligatoire pour accéder à ce droit de consommer. Okay? Alors, ici, on parle à quoi? Une fois on est connecté en tant que passager, on parle de... Ok, je vais continuer. Il faut prendre en considération que globalement, Uber, chaque seconde, effectue 147 courses dans 550 villes, dans 70 pays. Toutes ces courses effectuées, la demande et le supply et l'offre, toutes les données produites par les passagers, les passagères, les conducteurs et les conductrices sont enregistrées, traitées, codifiées et transformées en marchandises qui pourra être vendues dans le marché. Mais encore, on ne sait pas comment les utilisateurs sont compensés pour cette marchandise. On ne sait pas comment l'encadrement légal et juridique de protection des consommateurs possède la capacité de réguler ou voire comprendre cette action. La dernière chose sur les passagers, les passagers avec le système de notation à 5 étoiles jouent un rôle très important dans l'évaluation de performance des conducteurs. Effectivement, c'est le seul moyen pour évaluer la performance des conducteurs et conductrices. Ainsi, l'application, je dis le mot, instrumentalise les passagers dans son processus de la gestion des ressources humaines. Okay? Et c'est à eux qui décident. Okay.
car j'avais 2 slides qui montrent comment Uber utilise le data. Car Uber peut nous donner 24/7, heure par heure, comment le transport dans chaque ville dans le monde s'effectue. Okay. Cela dit, il me semble assez clair que le travail sur les plateformes se distingue de plusieurs façons. Il se distingue par le fait qu'on est... Ce sont des GIFs, des images GIFs. C'est pour cela. Ok. Il se distingue par le fait qu'on oblige les travailleurs à être connectés sur l'Internet tout au long des secondes, minutes et heures du travail. Ce n'est pas la même chose que d'autres modes du travail qui utilisent la technologie avancée. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est qu'on est devant une relation du travail qui s'initie, se formalise, se réalise, s'évalue et se termine dans la dimension cyber. Finalement, nous sommes devant un capitalisme qui s'encastre d'une perspective s'évadant de l'encadrement juridique, surtout dans la période de démarrage initial, qui monopolise l'influx de l'information et impose un processus du travail qui est nulle part transparent, ne fournit aucune protection sociale pour les travailleurs et travailleuses, extrait la force productive des propriétés privées possédées par les travailleurs et travailleuses sans aucune compensation, extrait la valeur à travers la collecte 24/7 des données massives que moi j'identifie comme le pétrole du cyber. Des conducteurs et passagers sans aucune compensation. Enfin, c'est un capitalisme qui exacerbe la déshumanisation du processus de la gestion des ressources humaines et le sous-traite à des structures dites algorithmes, qu'on ne peut pas les responsabiliser et même pas les contrôler. Merci. Merci beaucoup pour cette fascinante présentation qui nous place justement selon la perspective du conducteur ou de la conductrice Uber sur l'économie plateforme. Et on va tout de suite enchaîner avec la présentation de ma collègue Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Bien, merci beaucoup, Ravi, pour cette mise en bouche, je dirais, de ce panel. Moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur cette question-là et j'ai donc commencé ma réflexion il y a plusieurs semaines en surfant sur des blogs de chauffeurs et de chauffeuses d'Uber, de Turkers, de Mechanical Turks, d'Amazon dont je vais vous parler, de travailleuses domestiques qui travaillent via Adèle sur demande. Et j'ai été un peu soufflée de voir à quel point dans ces blogs-là, on voit des positions extrêmement polarisées entre les travailleurs et travailleuses sur l'expérience via ces plateformes. Alors, je vous ai donné 4 exemples. 2 premiers exemples tirés d'un blog qui s'appelle, quand même très intéressant, Work from Home Watchdog. Okay? Donc, ici, c'est vraiment, on met de l'avant comment travailler à la maison, c'est quoi les différentes sources possibles de travail à la maison. Et il y a un gros blog alimenté par les femmes et les hommes qui travaillent via ça et qui font part finalement de leurs commentaires. Et ça porte vraiment sur Mechanical Turks, dont je vais vous parler tantôt. Une première intervenante qui dit « Moi, j'ai travaillé là pendant 3 mois. Du jour au lendemain, on m'a bloqué, on m'a jamais rémunéré. Je suis incapable maintenant de percevoir ma rémunération. » Et une autre intervenante qui dit « Je n'ai eu que des bonnes expériences avec MTurk. Oui, Amazon a cette mentalité. Nous ne sommes qu'un intermédiaire. Et ça veut dire que l'entreprise n'interviendra pas entre le travailleur et le donneur d'ouvrage s'il y a un conflit. » Donc, très conscient de ça. Mais quoi qu'il en soit, mes payes avec MTurk sont plus intéressantes que celles avec ma vraie job. Deuxième section deuxième petite citation qui sont tirées ici, là on voit pas la source, c'est trop dans le bas, d'un site qui s'appelle Indeed.com, qui est une source finalement comme JobBoom, où on voit des présentations d'offres d'emploi, mais où, et là c'est intéressant, toute cette idée de less regulation, more reputation, où on peut aussi, les travailleurs-travailleuses peuvent aussi donner des cotes aux entreprises et faire part de leurs commentaires sur leurs expériences de travail. Ici, on parle spécifiquement de Uber. Un travailleur qui dit « Moi, je travaille depuis Uber depuis 2 ans maintenant, c'est parce que j'ai désespérément besoin d'argent.
Je vous recommande vraiment pas ce travail. Trouvez-vous une job à temps partiel dans un restaurant, alors qu'on sait que le travail en restauration, c'est loin d'être le Pérou en termes de conditions de travail. Un autre qui dit, Uber est comme un espace de coworking, ces fameux cafés où on paye 3 $ pour aller s'asseoir à une table et payer 3 $ son café, où on peut travailler à tout moment, manger à tout moment et faire autre chose quand vous le voulez. Vous avez la liberté de choisir. Donc, il y a vraiment ces deux formes d'expérience qui sont vraiment constamment rappelées dans ces blogs-là. Et donc, ça nous amène à réfléchir, et je pense que Ravi a mis la table là-dessus, les formes de travail. Il y a une typologie, ça se démultiplie d'un auteur à l'autre. Moi, je vous propose deux formes de type de travail via plateforme. Le crowd work, qui est Mechanical Turk. Je vais vous expliquer c'est quoi Mechanical Turk d'Amazon pour celles et ceux qui ne le savent pas. C'est un site qui a été créé par Amazon qui met en relation une demande et une offre d'emploi pour des projets divisés en micro-tâches. Donc, on va pouvoir, par exemple, prendre une micro-tâche. La majorité des tâches proposées sur Mechanical Turks sont rémunérées 10 sous. Donc, c'est par exemple identifier est-ce qu'il y a un pont sur une image, donc souvent en analyse de contenu, très simple, micro-tâches, et il y a une pluralité donc de travailleurs-travailleuses qui réalisent finalement des tâches via ça. Ça s'effectue un peu partout à travers le monde, et donc via toujours cette plateforme mise en place par Mechanical Turk. Le travail sur demande, on en a parlé. Les exemples phares au Québec, c'est Uber, mais aussi Foodora, la livraison... vous voyez les petits sacs roses là, de bouffe de resto, ou Adèle sur demande. Ça, si vous êtes attentif aux abribus, mais vous allez voir, c'est du travail domestique sur demande. Donc, j'appelle pour avoir un ménage 3 heures, 2 heures, 1 heure, ou du travail plus régulier. Ici, on parle vraiment d'une mise en relation entre un travailleur, une travailleuse, un consommateur. Et ce qui est important ici, c'est que les conditions de travail sont régies par quoi? Par les termes et conclusions que le travailleur et travailleuse clique quand on dit « j'accepte » en ligne. Et c'est là-dedans, finalement, qu'on va te retrouver, on va le voir tantôt, non seulement les conditions en vertu desquelles on exerce le travail, mais aussi les conditions de résolution de conflits. Et je pense que ça, il y a une clé de voûte très importante là-dedans. Élément important à souligner pour Amazon Mechanical Turks, comment on est rémunéré? La plupart des travailleurs et travailleuses sont rémunérés par carte cadeau Amazon. Certains, très peu, ont la possibilité de faire des transferts bancaires quand il arrive à un certain nombre de hits achetés. C'est comme ça qu'on appelle une micro-tâche dans le monde d'Amazon. Alors, comment les plateformes caractérisent ce travail-là? Ben, ce serait une renonciation à la structure hiérarchique et aux références traditionnelles de la subordination. Dans les faits, ce qu'on voit comme forme de travail induite, on en a parlé beaucoup ce matin, une grande précarité, du travail très atypique, mais aussi un énorme brouillage des temps sociaux, le temps de travail, le temps hors travail, parce qu'on peut effectuer ce travail-là n'importe où, n'importe quand. On va y revenir tantôt. La question ici, c'est mobiliser le droit du travail pour assurer un socle de protection à ces travailleurs, travailleuses-là. Et je pense que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on essaie d'enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. Et cette façon de le formuler, ça vient pas de moi, mais d'un juge californien qui devait évaluer si les travailleurs et travailleuses d'Uber étaient ou pas des salariés, qui a dit d'entrée de jeu, c'est le juge Chabria dans l'affaire Cotter versus Lyft. Lyft, c'est comme un équivalent d'Uber qui existe aux États-Unis. I have to handle this case by trying to fit a square peg in a round hole. Fait que, tu sais, ça met quand même la table sur comment on essaie justement d'articuler le droit du travail avec une forme d'emploi qui cause finalement certains soucis à cet égard. Donc, je veux commencer quand même ma présentation parce que je suis quand même une juriste patentée à mes heures et j'aime quand même ça aller me promener dans le registre des entreprises. Je trouve qu'il y a là-dedans une mine d'informations qu'on sous-exploite en droit du travail. Et je suis allée voir Uber et Foodora dans le registre des entreprises, donc ce qu'on appelle les avocates CDGIF. Uber, loi canadienne sur les sociétés par action, combien d'employés? 6 à 10. Entité, et c'est quoi ces activités commerciales? C'est une entité de support et de commercialisation. Ils ne font pas de transport de personnes. Son actionnaire principal est aux Pays-Bas. Foodora, loi ontarienne sur les sociétés par action, 6 à 10 employés, actionnaire principal au Luxembourg, livraison de repas à domicile, son activité principale. Adèle sur demande, qui est une entreprise qui prend de plus en plus d'espace dans le travail domestique. Je ne l'ai jamais retrouvée en faisant toutes les recherches dans le registre des entreprises. Alors, je pense que c'est important aussi de se demander qu'est-ce qu'on sait sur le travail de plateforme au Québec. Qui sont les travailleurs, travailleuses? Est-ce qu'ils font ça pour avoir un revenu d'appoint? On a eu une excellente étude de cas qui a été présentée par Rabi, qui nous présente un certain groupe de travailleurs, travailleuses. Mais moi, je trouve, en faisant une recherche préliminaire, si vous avez des chiffres, je serais très intéressée de les entendre. On manque d'études, je dirais, qui sont capables d'une forme de généralisation sur qu'est-ce que ça représente
dans notre économie. Peut-être qu'on est capable de le chiffrer, mais qui sont les travailleurs et travailleuses qui travaillent dans ces modèles-là? Quel est leur profil socio-démographique? Quelles sont leurs trajectoires socio-professionnelles aussi? Est-ce que c'est pour répondre à d'autres impératifs, comme le soulevé Rabi, de conciliation travail-études, ça c'est très documenté aux États-Unis, ou de conciliation travail-famille-études, ou simplement de conciliation travail-famille, que l'on va se tourner finalement vers ces formes d'emploi-là. Les pratiques et je voudrais quand même souligner une recherche du Pew Research Institute aux États-Unis qui est quand même assez intéressant, un sondage qui avait été fait auprès de 3400 environ Turkers, donc des travailleurs qui prennent des micro-tâches sur Mechanical Turks d'Amazon. C'est un sondage qui date de 2016. Et ce que ça dit, c'est que finalement plus de la moitié des personnes qui travaillaient là-dessus gagnaient moins de 5 $ de l'heure, et 63% de ces 3400 personnes-là effectuaient des tâches à chaque jour. Les entreprises qui ont recours à ça, c'est le secteur privé, mais aussi beaucoup le milieu académique. Pourquoi? Parce que 13% des tâches qui sont effectuées par Mechanical Turks, c'est des sondages. Alors, le milieu académique utilise largement Mechanical Turks pour votre information. Quelles sont les pratiques avec lesquelles les travailleurs et travailleuses composent? Ben, écoutez, j'ai pas recensé, encore une fois, une masse de recherches avec une méthodologie vraiment largement exposée, mais il y a beaucoup dans la littérature grise qui nous informe des pratiques discriminatoires, du harcèlement sexuel, du harcèlement racial, vécu par plusieurs travailleurs et travailleuses de l'économie de plateforme, à telle enseigne que tout récemment, la présidente de la Commission américaine sur l'égalité des chances en emploi, en janvier 2018, a dit « Je vais déposer un projet de loi ». On verra ce que ça donne dans le contexte actuel, mais il y a quand même une volonté de déposer un projet de loi pour que les dispositions en matière de discrimination en emploi s'appliquent aux travailleurs et travailleuses de la gig economy. C'est comme ça qu'elle le qualifie. C'est donc un enjeu réel et qui est de plus en plus documenté, en tout cas aux États-Unis. Alors maintenant, un petit exercice aussi de juriste patenté. Je suis allée voir la jurisprudence sur ces entreprises de plateforme, et j'en ai trouvé, j'ai fait la recension via Canly pour vous dire ma méthodologie dans chaque province canadienne. J'ai trouvé que des décisions au Québec, en Ontario et en Alberta, une décision en Alberta qui porte sur une municipalité qui conteste les activités d'Uber parce qu'elle opère sans permis. C'est aussi la vaste majorité des décisions en Ontario portent là-dessus. Au Québec, j'en ai trouvé 18. Beaucoup de décisions qui portent sur l'Agence du revenu du Québec et la volonté d'aller saisir des documents chez Uber, et Uber qui conteste les mandats de perquisition. Aucune décision au Québec en matière d'emploi ou de travail. Je vais revenir sur cette question-là tantôt, alors qu'ailleurs dans le monde, quand même, en Europe et aux États-Unis, on mobilise largement le droit du travail pour mettre à jour finalement cette réalité-là et se questionner, est-ce que savoir c'est vraiment des travailleurs ou des entrepreneurs indépendants. Alors, la première affaire, Jean-Paul contre Technologie Uber, une décision de la Cour supérieure ici, c'est un recours collectif des titulaires de permis de taxi qui estiment avoir subi un préjudice par la concurrence déloyale d'Uber et qui souhaitent finalement recevoir une compensation pour le préjudice subi. La deuxième décision, c'est un recours qui a été initié par les métallos pour contester le fameux projet pilote que le gouvernement québécois a mis en place en 2016, donc à l'automne 2016 et qui a été renouvelé à l'automne 2017 et qui encadre maintenant, un peu mollement, faut bien le dire, les activités des transports de personnes par application. C'est comme ça que le projet pilote s'appelle et voilà, donc ce projet pilote-là a été contesté encore une fois parce qu'on considère que c'est de la concurrence déloyale à l'égard des titulaires de permis. Dernière décision, et ça je vous le dis, c'est un chef-d'œuvre en termes de construit de la décision, la part de la Cour supérieure Uber Canada contre l'Agence de revenu du Québec, pardon, il y a une petite faute. Cette décision-là, c'est une décision du juge Cournoyer qui va ne pas être entendu en cour d'appel parce que la permission d'en appeler a été rejetée et l'autorisation de tout pouvoir à la Cour suprême également. Mais dans cette affaire-là, c'est que Uber conteste les mandats de perquisition qui ont été donnés à l'Agence de revenu du Québec. Pourquoi? Parce que l'Agence du revenu du Québec dit Uber, tu as mis en place une structure qui permet aux chauffeurs de ne pas payer la TPS-TVQ et non seulement ça, tu retiens 20% sur chaque course et tu ne payes pas de TPS-TVQ. Et donc, l'ARC est allé perquisitionner des documents. Il y a eu tout un débat parce que Uber aurait tenté à distance repartir les iPads et les ordinateurs. Bref, mais dans cette décision-là, c'est pas tant le mandat de perquisition qui est intéressant, mais il y a une analyse incroyablement fine de la structure organisationnelle de Uber, de comment
l'entreprise transnationale est construite, ces différentes entités à travers le monde, et comment concrètement l'application opère. Il y a une preuve absolument spectaculaire qui a été faite dans cette affaire-là et je recommande la lecture à tous et à toutes. Je vous parle aussi, c'est une longue décision, 55 pages. LR versus Uber en Ontario, ça, c'est à mon avis une source de préoccupation énorme. Pourquoi? Pour une juriste du travail que je suis. C'est un recours collectif qui a été intenté par un chauffeur partenaire de Uber pour ses confrères en vertu de l'Employment Standard Act, donc la loi sur les normes minimales ontariennes, et un recours collectif donc devant les juridictions ontariennes. Et Uber oppose quoi? Uber oppose le fait que dans les termes et services auxquels le chauffeur partenaire a accepté, c'est une juridiction d'arbitrage commercial dans les Pays-Bas qui doit entendre l'affaire. Et le juge ontarien a retenu cet argument de Uber et a déféré les demandeurs au tribunal commercial des Pays-Bas en disant, et c'est ça qui est intéressant, ici ce n'est pas un joueur ou un demandeur vulnérable. Pourquoi? Parce que le recours collectif est pour 400 millions. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas penser que cette décision-là ferme la porte et fait en sorte que chaque travailleuse va devoir aller devant les instances arbitrales. Mais ici, ce qui a énormément joué dans l'affaire, c'est vraiment le fait que c'était 400 millions qui étaient réclamés via le recours collectif et on se disait, les petits frais de 3 000 $ d'arbitrage, c'est rien quand c'est 400 millions qui est demandé. Mais sur le plan symbolique, il y a quand même quelque chose d'important à retenir ici et il y a quelque chose encore plus important à retenir, c'est qu'effectivement, dans les termes et conditions auxquels s'entendent les parties, chauffeurs partenaires Uber, on envoie dans les Pays-Bas, dans une juridiction d'arbitrage commercial, donc un tribunal privé, le traitement des litiges. Là, je vais aller vite parce que je sens qu'il me reste plus beaucoup de temps. En matière de travail maintenant, alors moi, j'ai été quand même un peu surprise et peut-être que je suis naïve et je vais être très contente de me le faire dire tantôt à la période de questions, mais il y a quand même un statut différent qui est prévu dans la loi sur les normes du travail entre le statut d'entrepreneur indépendant et celui de salarié. Il y a un statut intermédiaire qui est prévu à la loi sur les normes du travail, qui est le statut d'entrepreneur dépendant. Et c'est quoi l'entrepreneur dépendant? C'est quelqu'un qui exerce une activité étroitement liée à un même donneur d'ouvrage qui va fixer les paramètres de la rémunération. On n'est quand même pas loin de l'exemple d'Uber que Rabi a évoqué tantôt. Et contrairement à la personne qui dispose d'un statut de salarié, l'entrepreneur dépendant s'oblige à fournir le matériel, l'équipement, les matières premières ou la marchandise choisie par cette personne et à les utiliser de façon qu'elle indique. Il y a eu dans la jurisprudence portant sur l'article 1.10 de la loi sur les normes du travail quand même des développements dans les dernières années où on a reconnu des personnes qui traditionnellement on aurait considérées comme travailleurs autonomes comme étant des salariés au sens de la loi sur les normes du travail. On va prendre l'exemple de personnes qui ont une petite entreprise et qui va faire du revêtement de plancher, de la peinture, etc. Donc, il y a quand même là, à mon avis, peut-être une petite clé de voûte, et peut-être que je suis naïve et un petit peu trop jovialiste, peut-être, mais il y a peut-être ici une petite clé de voûte pour essayer de mobiliser les lois du travail en vigueur pour les travailleurs et travailleuses qui travaillent via plateforme. C'est sûr que ça répond pas à la réalité de Mechanical Turks, j'en conviens, qui est du micro-travail parcellisé qui s'effectue un peu partout dans le monde pour un donneur d'ouvrage dont on ne connaît probablement même pas l'identité, et là où vraiment Amazon se retire de tout ce qui est contrôle de qualité, détermination de la rémunération et ne sert que d'intermédiaire. Mais il en demeure pas moins que pour des entreprises comme Foodora, Uber, Adel sur demande, il me semble que cette disposition-là pourrait être quand même une forme de rempart, certes insatisfaisant, mais quand même une forme de rempart, à mon avis, qui devrait être exploitée. Selon ce que j'entends, il y aurait d'ailleurs des mouvements de plainte à la CNESST déposés par ces travailleurs et travailleuses-là, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose ici pour soulever une situation et peut-être obtenir une qualification juridique, peut-être qui sera décevante, mais à tout le moins qui permettra de produire une certaine... ça c'est peut-être mon petit côté chercheuse qui parle, mais qui va permettre de documenter la réalité de ces travailleurs et travailleuses-là via une mobilisation des tribunaux. Il me semble qu'il y a quelque chose là qui est intéressant. D'ailleurs, tantôt, on va avoir un intervenant qui va nous parler de la situation en Europe et peut-être qu'il va nous parler de celle aux États-Unis aussi. Ailleurs dans le monde, on les mobilise, les juridictions du travail, pour avoir de la jurisprudence et pour éventuellement demander des transformations aux politiques publiques. On a juste au Québec, c'est sûr que le statut d'entrepreneur dépendant n'est pas explicitement reconnu au Code du travail en matière de syndicalisation. Il y en est tout autrement dans le Code canadien du travail. Donc, il y a peut-être une petite clé de voûte là aussi à exploiter. Je voudrais quand même, je trouve ça trop déprimant de ne pas évoquer d'autres choses qui se passent dans le monde.
Je m'en voudrais de pas vous parler d'une coopérative ou d'une initiative qui a vu le jour en Belgique, et je remercie là-dessus une collègue belge, Isabelle Ferreras, qui a fait une présentation dans le cadre d'un centre de recherche, le CRIMT, auquel j'appartiens, en octobre dernier, et que j'ai trouvé une présentation très inspirante. Elle a démarré un important projet de recherche sur cette initiative-là. Je pense que ça va être important de le suivre dans les prochaines années. Je vais vous en parler. Je n'ai pas d'opinion claire encore sur cette initiative-là. Je serais intéressée de vous entendre, mais je vous la présente quand même. SMART a débuté à la fin des années 90 en Belgique. Aujourd'hui, SMART est présent dans 9 pays européens. Au départ, SMART, c'est Société mutuelle pour les artistes, offrait exclusivement ses services à ce qu'on appelle les intérims du spectacle en Europe pour leur proposer une meilleure protection sociale, et maintenant offre également ses services aux travailleurs de l'économie digitale. C'est comme ça que SMART réfère à ces travailleurs-travailleuses-là. Et comment on se présente? C'est, vous êtes un freelance, vous êtes un créatif entreprenant, bref, vous avez une activité économique, occasionnelle ou durable que vous souhaitez sécuriser et exercer sous le régime salarié, venez nous voir. Alors, quand Yannick Marcil parlait de cette idée de mutualisation des efforts, il y a ici quand même une espèce d'intermédiaire qui se présente. Et c'est quoi l'objectif du contrat SMART? Ben, c'est de faire une forme, puis là, c'est sûr que c'est pas le contrat salarié typique auquel on réfère généralement, mais c'est un contrat tripartite en quelque sorte où le membre SMART, donc le travailleur-travailleuse, va s'entendre sur ses conditions de travail avec son donneur d'ouvrage, mais il y aura un contrat d'affaires entre le donneur d'ouvrage et SMART qui va faire en sorte que certaines conditions, notamment inscrire à la sécurité sociale et tout le reste, va être octroyé au travailleur ou à la travailleuse. Au-delà de ça, ce que SMART dit offrir, et je pense que c'est ça qui va être documenté par nos collègues belges, c'est cette idée d'avoir une collectivité de travailleurs, une solidarité intersectorielle, offre de la formation et des services juridiques. Ça coûte quand même 6,5% de la valeur du contrat, qui va être donc versé par le membre à SMART. Et la condition sine qua non, et peut-être là le grand écueil, c'est que le donneur d'ouvrage accepte de contracter un contrat d'affaires avec le donneur d'ouvrage. Là-dessus, ben écoutez, ce qui est une plus-value certainement, c'est que ce qui est constaté, c'est qu'il y a un respect des minima légaux en matière de salaire, donc le salaire minimum est respecté, et il y a un dispositif de garantie commerciale. Take It Easy est une entreprise qui ressemble un peu à Foodora ou à Deliveroo en Europe, a fait faillite en juillet 2016 avec un immense arrérage de salaire à verser aux salariés. Il y a eu un dispositif de garantie commerciale qui a été mis en place et les salariés ont pu voir l'ensemble de leur rémunération octroyée. Et comment ce fonds-là est financé? Bien, ce fonds-là est financé par tous les membres. Donc, tous les membres cotisent un espèce de fonds de sécurité salariale pour, justement, en cas de faillite ou autre, bien, qui a accès à une rétribution. J'ai fini. Alors, comment SMART aussi présente cette initiative-là? C'est que les travailleurs jouissent de certaines protections tout en conservant une forme d'autonomie, cette tension entre protection et autonomie, cette espèce de volonté d'être autonome, de gérer notre temps, que je pense qu'il faut documenter et comprendre pourquoi les gens veulent autant gérer leur temps, mais ça, c'est une autre question. Qu'en est-il? Moi, c'est une question quand même que je me pose de l'action collective autour de l'amélioration des conditions qualitatives et quantitatives de travail, parce qu'ici, quand même, ça reste de façon générale une négociation entre le travailleur et son donneur d'ouvrage. Après ça, un contrat tripartite qui va donner accès, oui, à la sécurité sociale, assurance-emploi, protection contre les accidents du travail. Et là, il y a un contre-exemple à cette petite inquiétude que je soulève, c'est Deliveroo en Belgique. Il y avait eu une négociation collective entre des syndicats SMART et l'entreprise pour négocier collectivement via un contrat SMART les conditions de travail, mais en octobre 2017, Deliveroo a, comme on dit en bon québécois, tiré la plug et c'est terminé. Ils ont dit ça nous intéresse plus pour une raison très particulière au régime belge, qu'ils ont fait un petit changement et ils ont introduit ce qu'on appelle le régime des petites indemnités. L'État a introduit ça et on peut maintenant ne pas percevoir, ne pas payer d'impôts, ne pas payer aucune cotisation au régime de retraite ou autre, jusqu'à 6 000 € de rémunération par année. Donc, Deliveroo a dit, dans ce contexte-là, moi, j'ai plein de gens qui ne seront pas intéressés à être associés à un contrat SMART où ils vont devoir payer des frais, et moi, ça m'en coûte aussi également à côté.
Donc, je tire la plug. Alors, vous voyez, c'est quand même une des faiblesses possibles. Oui, il y a une forme d'action collective qui est possible, mais avec une possibilité à tout moment de l'entreprise de se retirer. Alors, je vais terminer ici, juste en disant que quand même, le travail via plateforme, je pense que Yannick Marcy l'a dit, c'est quand même une vieille forme d'emploi actualisée et dans un contexte de division internationale du travail. On réfère aussi, puis je pense que c'est pas innocent quand même comme expression à la gig économie. Je parlais de ça avec Lucie Lamarche quand on préparait la journée. Puis la gig économie, c'est quoi? Ben, ça réfère à ces artistes qui prenaient une gig ponctuelle, occasionnelle, un spectacle, une gig, c'était ça. Et cette idée de la gig économie, ben, je suis pas certaine, à l'autre des petits bouts de recherche qu'on est capable d'agréger, qu'on est vraiment dans un contexte de gig travail, parce que dans les faits, les travailleurs, travailleuses travaillent énormément via ces plateformes-là. On est aussi dans une manifestation qui existait avant, mais qui est certes aiguë ici, d'une gestion juste à temps du travail, dans un contexte de division internationale du travail. Mechanical Turk, c'est un exemple emblématique de ça. Et je pense que la question, c'est vraiment qui se pose, et moi je pense qu'elle est là la réelle inquiétude. Oui, on peut faire des mutuelles et tout le reste, mais comment on agit pour contrer cette énorme atomisation des travailleurs et travailleuses qui restent seuls, qui ne se connaissent plus, qui ne sont plus capables de fédérer des collectifs salariés? Comment on fait pour justement recréer des solidarités et justement les risques inhérents au phénomène d'économie de partage, l'économie collaborative, la gig économie, l'économie de plateforme? Je pense qu'il y en a des risques réels sur le plan de la santé-sécurité, sur le plan de la sécurité économique aussi, et il faut les adresser. Merci. J'ai été trop longue. Pardon.